Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le club de la presse. C'est la rentrée scolaire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le manuel scolaire? Indisponible, inaccessible, on en parle. Retour sur le dossier de la CAN en Côte d'Ivoire. La CAF s'est prononcée après le fiasco des BIMP. Et on termine avec le Gabon, c'est la répression, les proches de l'ancien régime en justice. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir Félix Boni, journaliste éditorialiste, et puis le très fraîchement réélu maire de Tiasalé, Assalé Tiemoko. Bonsoir et bienvenue, qui est journaliste et patron de presse. Nous recevons également avec beaucoup de plaisir Dr Bamba Sidiki, qui est enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis l'enseignant Bakayoko, que l'on ne présente plus, évidemment. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le club de la presse. Sont de retour en classe, le débat du manuel scolaire refait surface. Nous allons voir d'abord quelques réactions au micro de Davis Oyo et on se retrouve en plateau. Je suis venu chercher les livres, mais vraiment les livres manquent. Voilà. Je suis allé même à Djamé, au plateau, je cherchais le livre de art plastique, 3e, et puis ECM et Didis. Plus ma fille qui est au CE2, il y a un livre de CE2 qui manque. On m'appelle ça mathématiques, on me dit École et Nation. Tout ce qui vient maintenant, c'est autre édition. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, donc vraiment, on souffre, les parents souffrent. Chaque année, il faut changer des livres, il faut changer des livres, il faut changer des livres et ça perturbe tout le monde. Les livres en fait édités qui sont sur la liste des fournitures, sincèrement, on ne comprend pas. Parce qu'il faudrait que les livres soient disponibles et puis ensuite dire aux parents les livres qui sont disponibles pour qu'on puisse souvent les acheter. Mais quand les livres ne sont pas disponibles, non encore édités, c'est encore difficile pour les parents. J'ai juste eu une partie des manuels, juste une partie. Mais les autres parties, on me dit que ce n'est pas encore disponible. Mais comme c'est une nouvelle édition, certainement que ça tape dans un peu. Je suis à ma 3e librairie depuis la rentrée. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident. J'avais déjà fait ici. Certains livres n'étaient pas disponibles et je suis revenue aujourd'hui encore. En tout cas, c'est venir, partir, revenir. Le constat que je fais sur le terrain, c'est que les manuels d'une librairie à une autre, il y a une petite différence de prix. Cette année, les manuels sont très coûteux. On a acheté à 3 000 francs, aujourd'hui c'est 4 500. Le même manuel, oui, l'année dernière, on en a acheté. Non, sincèrement, c'est cher. C'est cher. Cette année-là, les prix des trucs là, les livres là sont trop chers. Les cahiers, tout est élevé. Alors, messieurs, on a quelques réactions. Et ce qu'on peut dire, Félix Boni, c'est que c'est finalement une corvée pour les parents, cette période. Absolument, c'est une véritable corvée pour les parents. Et autant pour les parents, la rentrée scolaire commence à partir d'une première rentrée scolaire parce qu'on ne prépare pas la rentrée juste après les vacances. Il faut commencer à préparer la rentrée déjà dès que l'enfant est rentré et préparer déjà son budget pour la rentrée. Mais quand on a ce budget, qu'on a du mal à retrouver les ouvrages, parfois ça pose vraiment une véritable corvée. Et ce qui est incompréhensible, c'est cette différenciation au niveau des documents. C'est-à-dire que d'une école à l'autre, ce ne sont pas les mêmes documents. Il y a des écoles où les enseignants imposent certains documents. Au point où vous tournez dans toutes les librairies, vous n'en trouvez pas. Au fini, c'est finalement l'enseignant même qui propose le livre et demande aux parents de donner l'argent à l'enfant pour qu'il puisse leur procurer le livre à l'école. J'entendais dire sur ce même plateau le patron des libraires du Côte d'Ivoire qui disait qu'il n'appartient pas aux enseignants de vendre des livres dans les écoles. Il y a même que les enseignants imposent, ou certaines écoles imposent même des marques de cahiers, comme si la marque de cahier va en tout cas aider l'enfant à étudier. C'est vraiment dommage parce que on a l'impression que le commerce est rentré à l'école et qu'au lieu d'aider les parents, parce que tous les parents ne sont pas au même niveau. Il y a des parents qui ont les moyens de payer quelques marques de cahiers que ce soit, parce que ces marques parfois coûtent plus cher que les cahiers ordinaires. Mais moi, je me souviens que quand nous, on allait à l'école, on avait parfois à peine des cahiers qui avaient des pages jaunes. C'est juste remplacer ce cahier, écrire et pouvoir retenir ce qu'il y a écrit. Ce n'est pas la marque du cahier qui fait le bon élève. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le système parce que, comme je le dis, je n'ai pas envie de parler de corruption, mais l'argent est rentré à l'école et c'est un peu dommage, les parents sont en train de subir cela.
Saleh Tchemoko, c'est quoi finalement le problème? C'est indisponibilité totale ou peut-être c'est l'organisation? C'est curieux. Moi, je suis étonné d'entendre ce que les parents disent parce qu'il y a quelques jours de cela, avant la rentrée d'ailleurs, il y a le Conseil national de lutte contre la vie chère qui a fait une tournée sur le terrain auprès des libraires, auprès des producteurs de livres. Et ce qui en est ressorti, c'est que pour cette année 2023-2024, les livres sont intégralement disponibles et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les parents d'élèves. Et donc, on est pratiquement surpris d'apprendre que finalement, dans les librairies, les livres ne sont pas disponibles. Il n'y a même pas encore une semaine, vous avez fait une émission ici avec les responsables des librairies. On avait dit que tout était disponible, les livres avaient été faits, l'État avait contribué à la conception et avait veillé à ce que la chaîne d'alimentation soit disponible. Et donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que maintenant, les parents découvrent que dans les librairies, les livres manquent. Et donc, ça, je pense que c'est au ministère de l'Éducation nationale d'expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui pose problème, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les livres, est-ce que c'est une volonté aussi de retenir les livres pour pouvoir surenchérir les prix. Parce que la Côte d'Ivoire, tout est possible ici. Et donc, les interrogations sont nombreuses et c'est le ministère qui peut nous répondre directement sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais on a comme l'impression que, en fait, chaque année, c'est toujours les mêmes choses, docteur Bamba? Oui, non, oui, c'est récurrent, ça nous le constatons. Mais je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence qu'on est dans le champ aussi du commerce. Et comme le disait tout à l'heure monsieur le député maire, c'est qu'il y a forcément quelque part une rétention pour pouvoir vendre des livres plus chers. Il y a cette réalité-là. Mais en un mot comme en mille, il faudra qu'au niveau de l'État, si des choses sont dites, par exemple au niveau de la production des ouvrages, au niveau de la distribution, et si même des libraires affirment que tout est prêt, il ne faudra pas que des parents aient des problèmes d'une façon ou d'une autre. Cette distribution doit se faire vraiment bien avant la rentrée, c'est-à-dire qu'on n'attend pas le mois de septembre pour pouvoir mettre les livres à disposition. Ce sont des choses qui doivent être déjà prêtes pour permettre à tout le monde vraiment d'avoir les livres. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que tous les reportages que nous avons vus à la télévision, c'est que les livres ont des prix homologués. Il n'y a pas que des libraires qui se trouveraient, par exemple, à Korogo, à Bundiali, à Man, auraient des prix par rapport à ceux qui sont à Abidjan. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y a peut-être des gens qui ont décidé que ce soit comme ça. Donc, il y a peut-être des rétentions quelque part qui font que la distribution pose problème. On ne peut pas aussi dire que les parents qui disent qu'ils n'ont pas d'ouvrage sont en train de dire n'importe quoi. C'est parce qu'ils ont été confrontés à des réalités, à des problèmes sérieux de manque de ces ouvrages-là. Voilà pourquoi ils en parlent. Quant à Félix Bruni, il a parlé des ouvrages qui sont imposés par des établissements et des enseignants. À ce niveau, il y a beaucoup à dire. Il faut dire qu'au niveau de l'école, par exemple, il y a des dispositions qui font que quelquefois, les parents d'élèves ne comprennent pas le système dans son détail. J'ai eu quand même la chance d'exercer en tant qu'enseignant du secondaire, c'est qu'il y a des unités pédagogiques et il y a des ouvrages qui sont imposés par les unités pédagogiques à partir du ministère. Donc, dans cet ensemble d'ouvrages-là, les enseignants peuvent choisir un ouvrage à imposer dans leur établissement. Voilà comment les choses se passent. Maintenant, mais il faut aussi le faire avec beaucoup d'intelligence. On ne saurait imposer un ouvrage qu'on ne trouve pas sur le marché. Donc, il y a quand même cette obligation-là pour les enseignants de faciliter la tâche aux élèves, en même temps les facilitant aux parents, pour que les ouvrages soient disponibles, de sorte que l'école puisse véritablement se dérouler comme on le conseille. Oui, et puis, il y a aussi le timing de ce choix, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Le timing de ce choix pour ne pas finalement se retrouver devant le fait accompli, peut-être accourir après le temps. Oui, mais je crois que beaucoup de parents d'élèves ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, dans l'école ivoirienne, lorsque les vacances sonnent, quand on va pour chercher les derniers bulletins, en tout cas, à l'intérieur de ces derniers bulletins-là, je crois que plusieurs établissements y adjoignent déjà la liste des fournitures de l'année suivante. Donc, tous les parents ont l'information, mais il y a une forme de laxisme. Je ne peux pas dire national, je ne peux pas accuser tout le monde, mais laxisme général qui fait que les parents n'attendent que le dernier moment pour s'en occuper. Sinon, les livres, il y a les foires aux livres qui existent, il y a la possibilité de pouvoir aller sur des marchés qui ne sont pas forcément homologués. Le parterre, par exemple, existe. Même aujourd'hui encore, moi, j'ai pu avoir des ouvrages anciens, bon, je le reconnais, au parterre à Koumansi, qui ont fait mon affaire. Donc je me dis, tout le monde se prépare. Les enseignants n'attendent pas le dernier jour, les établissements n'attendent pas le dernier jour pour imposer les ouvrages. C'est connu à l'avance. Par contre, ce qui pose problème, ce sont les différentes éditions. Les marques qui ne sont pas identiques. À ce niveau-là, je crois qu'il y a une harmonisation quand même qui s'impose. L'enseignant Bakayoko. Moi, je constate qu'il y a forcément des velléités spéculatives
sur ces livres-là. Parce que je ne peux pas comprendre que l'État essaie d'harmoniser la problématique des livres et même adopte une attitude de péréquation des livres. C'est-à-dire que les livres doivent avoir en principe le même prix, aussi bien à Bouna qu'à Gagnoa, aussi bien à Boisseau qu'à Odiéné, ou même à Boaké. Mais je comprends difficilement que les livres sont indisponibles au moment où on a le plus besoin des livres. Alors moi, je vais mettre un petit bémol à ce que le professeur Bamba a dit. Même c'est à la fin de l'année, même quand ces bulletins sont rendus disponibles, et je veux dire la liste des fournitures, mais ce n'est jamais définitif. Et puis, il est clairement établi que sur ces listes de fournitures, même au début de l'année, comme c'est le cas aujourd'hui, ils mettent dans beaucoup de cas, voir le professeur en question. Et parfois, il y a même une exigence. Ils disent, payer ailleurs, ce n'est pas valable. Et on a l'impression qu'il y a tout un commerce qui s'exerce autour de la question du livre. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Mais vous savez, ça rentre dans un projet global, une problématique globale qui est si vous voulez, la marchandisation de l'école. Et moi, j'ai vu un rapport qui a été commandité par le MIDH, mais réalisé par d'autres structures. Et ce rapport concluait effectivement à ce business du livre et même de l'école qui mettait entre parenthèses les exigences pédagogiques et donc la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et l'État, franchement, doit mettre de l'ordre. Je ne monopolise pas la parole, mais vous voyez, par exemple, en 2021, il y avait 3300 établissements privés qui ont été recensés en Côte d'Ivoire et qui, avec 2 500 000 élèves qui ont été accueillis, ça représente 37% de la masse des populations. Alors, vous voyez bien que même l'État qui subventionne ces élèves qui ont été affectés, mais vous voyez tout le commerce qui se passe avec les fondateurs d'écoles qui, malgré l'intervention de l'État, trouvent quelques machinations et faire payer aux élèves qui ont été affectés souvent beaucoup plus que les élèves qui ont été, que eux-mêmes sont allés chercher dans les quartiers. Vous voyez donc, il y a la nécessité pour l'État de taper du poing sur la table parce que, vous savez, une nation se construit par l'école. Si l'école s'affaiblit aujourd'hui, il est évident que nos sociétés ne vont pas mieux se porter dans les années à venir. C'est d'ailleurs le cas. Vous voyez tout ce qu'on reçoit dans nos administrations, vous voyez la baisse drastique du niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. À Saleh Tchemoko, on va vers la recherche de solutions. Évidemment, peut-être qu'il faut la rechercher du côté des députés. Il faut peut-être des initiatives. Comme d'ailleurs, vous avez été à l'initiative de cette affaire de COGES, finalement, qui a été réglée. Oui, justement, là-dessus, je voulais dire que je participe à la conception dans la task force sur le COGES, qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale et la primature, à la rédaction de certains arrêtés qui gèrent aujourd'hui l'école. J'ai participé à la rédaction de l'arrêté sur l'interdiction du commerce dans les écoles. Et aujourd'hui, la ministre a fait une circulaire la dernière fois pour rappeler aux éducateurs, rappeler aux proviseurs, aux responsables des écoles que dans l'enceinte de l'école, il est strictement interdit de faire du commerce de quelque nature que ce soit. La réalité cependant est que ce n'est pas suivi et que les gens ont toujours cette manie de trouver la petite faille pour pouvoir faire leur commerce. Mais tout ça rentre dans un cadre global. Vous savez, tout à l'heure, la Sénat l'a dit, il faut que l'État définisse qu'est-ce qu'il veut faire avec l'école. L'école est une institution qui participe au premier chef à la construction de l'avenir d'un pays. Si au niveau de l'État, on n'a pas une visibilité sur l'objectif qu'on a fixé à notre école, eh bien, chacun va venir faire son commerce dedans. Tout à l'heure, il parlait des élèves affectés. C'est sur le plateau que j'ai écouté la dernière fois une dame qui disait que pour les élèves affectés dans les écoles privées, l'inscription part de 25 000 francs à 45 000 francs. Parfois, la scolarité même de l'école, pour les enfants en 6e, c'est 90 000 francs. Mais l'État prend un enfant à 120 000 francs en termes de subvention. Mais le fondateur de l'école va imposer 90 000 francs de frais d'inscription et de frais annexes à l'enfant affecté par l'État. Et ça, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Moi, je suis élu local et je participe chaque semaine à faire le tour de certaines zones de ma circonscription. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui ont été affectés en 6e sont à la maison. Parce qu'on demande 90 000 francs au père qui est au village là-bas pour que son enfant soit inscrit dans une école privée.
Donc, il n'irait pas à l'école. Nous contribuons en tant qu'élus, avec nos petites primes, à aider ces parents-là à scolariser leurs enfants. Donc, l'État doit regarder de près. Aujourd'hui, quand on dit que les livres manquent, alors qu'on sait que l'État a mis tous les moyens au niveau de la conception, au niveau de la chaîne de production, pour que les livres soient disponibles et que ce n'est pas disponible, il y a un problème. C'est quelque part, il y a un système qui est mis en place pour faire de la spéculation et obliger les parents à courir de librairie en librairie pour que derrière, on augmente les coûts. Et tout ça se passe dans une sorte de silence total, de laisser aller global, et on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, il y a des choses qu'on doit reprendre en main. Si l'État estime qu'il a mis des moyens pour que les livres soient disponibles, il faut bien que l'État vérifie que les livres soient véritablement disponibles. Sinon, on se rend compte qu'il y a un laisser-aller. Et donc, chacun peut faire ce qu'il a à faire, et par conséquent, on agit. Quand la ministre prend, je termine dessus, quand la ministre prend un circulaire pour rappeler aux éducateurs, aux responsables des écoles, un arrêté qui a été déjà distribué depuis 2 ans, que chacun a en copie, ça veut dire que, malgré l'arrêté, rien n'applique pas. Au point où la ministre après un circulaire qui elle-même ne sera pas suivie. Donc il y a un problème qu'on doit regarder à ce niveau-là. L'enseignant voulait ajouter. Je voudrais juste ajouter à ce que disait Mme Assalé, c'est que vous voyez, quand dans l'exemple précis qu'il a pris, 90 000 francs déjà ponctionnés sur l'élève affecté, or l'État subventionne à 120 000 francs, 120 000, ouais. Parfois le même élève du même cycle paye peut-être 100 000 francs au privé. Maintenant, quand tu vas leur poser des questions, puisque moi je l'ai déjà fait, ils te disent c'est parce que l'État ne paye pas vite la subvention et donc nous avons des obligations sociales, des spéculations contractuelles avec les enseignants et notre personnel. Donc c'est ce qui fait que nous sommes obligés de le faire. Maintenant, quand l'État paye, modus bupscuju. Ouais, il ne rembourse pas. Peut-être qu'il faut penser à un système de reversement de ce que l'élève aura payé puisque l'État a reversé. On n'en parle même plus. On n'en parle plus, c'est terminé. Ouais. Une fois que l'État... Les parents ne savent même pas à quel moment le gouvernement... à payer ces subventions. Et donc, c'est quand même une problématique qu'il faut prendre en charge. Parce que finalement, on a l'impression que l'école est devenue... L'école a quand même... C'est vrai, c'est du business, mais il y a un volet social quand même. Il y a un volet social. L'enseignement, c'est un sacerdoce. On ne vient pas à l'enseignement pour devenir riche. Je crois que le professeur ne me contredira pas. On vient, c'est un sacerdoce. Je ne dis pas qu'ils doivent vivre... Le professeur vous dira qu'il faut, aussi que ça nourrisse son homme. Je ne dis pas que c'est des prêtres. Docteur Bamba. Je ne dis pas que c'est des prêtres qui se nourrissent de la parole du Seigneur. Non, ils ont besoin de vivre, mais on ne vient pas là pour devenir un industriel. Ça, il faut que ça soit clair. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, les enseignants, le personnel, en tout cas peut-être pas nécessairement les enseignants, mais qui, eux, ont leur part, puisqu'ils font payer les fascicules qu'ils créent artificiellement. Quand vous avez des élèves, c'est chaque semaine qu'on crée des fascicules, chaque semaine, pour que les parents, pressurer les parents. Mais c'est ce business qui est interdit, justement. C'est ce business qui est interdit. Et la ministre l'a rappelé. Ici, on parle des manuels, mais c'est une réflexion globale à mener sur l'ensemble même de l'éducation nationale. Les fondateurs, les enseignants, même les parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui, les débuts d'année deviennent aujourd'hui cauchemardesques, alors que ça devait être une fête, puisque les enfants qui commencent à aller à l'école veulent le retrouver. Et ça devait être une fête, mais ça ne devait pas devenir une occasion de migraine et d'AVC pour les parents. Docteur Bamba, alors finalement, la solution, c'est comment on y arrive. Parce que au-delà du manuel, c'est finalement un tout qu'il faut regarder. Oui, il faut regarder le tout, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, la Côte d'Ivoire est suffisamment solide. Si nous sommes sur ce plateau en train de nous exprimer, nous sortons tous de ce même système-là. Nous décrivons aujourd'hui les manquements du système. Ça, c'est normal, c'est notre rôle de le faire. La vision de l'État de Côte d'Ivoire pour l'école, cette vision n'a pas changé depuis 1960. C'est de former les citoyens et les citoyennes ivoiriens pour demain, c'est-à-dire pour prendre le relais par rapport à tout ce qui se trouve là. Avec le temps, il y a eu une sorte d'inversion des paradigmes. À notre époque, il était honteux d'être au privé. Voilà, tous ceux qui étaient au privé, c'était ceux qui avaient échoué au public. Et là, il y avait cette obligation-là de travailler pour rester dans le système public. Après, il y a eu une inversion de rôle, une inversion de paradigme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'école privée qui a pris le relais, alors que dans cette école privée-là, ceux qui sont les maîtres sont formés par l'État de Côte d'Ivoire. L'école normale supérieure forme les enseignants de Côte d'Ivoire. L'université, les gens sortent de partout, mais c'est l'école normale supérieure qui forme, pour ce qui est du secondaire, les enseignants du secondaire. Et le CAFOP également qui forme les instituteurs. Nous avons tous obligation, en tout cas les enseignants ont obligation de passer par ces écoles-là pour pouvoir arriver sur le terrain. Oui, il y a une baisse
général des niveaux, mais c'est dû à quoi? C'est un système global. Quand on regarde comment l'enseignement se fait, est-ce que nous répondons aux critères de l'UNESCO qui consiste à dire qu'il faut 25 élèves en classe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui, qui font qu'il y a un véritable écart entre des écoles qu'on appelle nous-mêmes écoles boutiques et les écoles où les choses sont très très sérieuses. Et pourquoi nous allons dans les écoles privées? Nous y allons parce qu'on sait que là-bas, il y a des exigences. Et donc, quand les choses sont imposées, nous-mêmes, ça nous fait plaisir dans l'optique que nos enfants, en y sortant, soient véritablement bien formés. Donc, la solution, c'est quoi? On doit continuer de surveiller le système. Il ne faut pas le laisser comme ça. Traquer tous ceux qui sont les mauvais élèves du système, il faut le faire. Voilà pourquoi il y a un État. Créer en tout cas, pondre encore des arrêtés, des circulaires, que l'Assemblée nationale, les élus locaux comme M. Assani Temoko sachent que c'est un travail de longue haleine de tous les jours et mettre à contribution tout ce qu'il faut pour que l'école reste toujours sur pied. Parce que sans cette école-là, nous n'aurons pas de Côte d'Ivoire que nous avons. Félix Boni, sur la question, peut-être des solutions à envisager. Alors, je vous entendais parler de reversement, non? C'est un business, l'école, pour ceux qui créent des écoles privées. Alors, si vous créez un business, il y a des mécanismes éventuellement pour avoir les financements nécessaires, pour ne pas dire préfinancer. Il faut avoir des rapports avec les banquiers pour éventuellement préfinancer en attendant d'avoir ce que l'État vous doit, mais il ne faudrait pas faire de la spéculation. Bakoyoko a souligné tantôt, parfois la scolarité d'un enfant de 6e, c'est 100 000 francs. Vous prenez les 90 000 francs de l'État et vous rajoutez les 120 000, vous êtes à 210 000 francs, alors que la scolarité, pour celui qui vient payer directement au privé, c'est 100 000. Il y a quelque chose, quelque part, il y a quelque chose d'injuste. Et il faut le dire clairement. L'État, cette année, a déclaré cette année, année de la jeunesse. Je crois qu'en décrétant des années de la jeunesse de ce genre, l'État également prend en considération la formation. Vous avez entendu plusieurs fois le ministre de la Jeunesse parler de formation par rapport aux milliards que l'État a dégagés pour les jeunes. Si la formation est en amont de cette année de la jeunesse, ça veut dire que ceux qui sont dans les établissements secondaires d'enseignement public doivent être également pris en compte, notamment à travers des dispositifs qui leur permettent éventuellement de ne pas rester à la maison. Moi, je viens de l'intérieur à cet instant précis. À l'intérieur, il y en a plein, les élèves, je dirais même presque plus de 70% des élèves qui n'ont pas encore repris. Alors qu'à Abidjan, tous les élèves sont pratiquement en classe. Pourquoi? Parce que les parents ont des difficultés. Et tout ceci parce que dans le système, il y a une sorte de commerce qui est en train de faire son entrée dans l'école. Ces marques qu'on impose, ces éditions qu'on impose, qui empêchent les parents éventuellement de pouvoir scolariser leurs enfants. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et les États généraux, certainement, n'ont pas abordé ces questions, mais je pense que s'il n'est pas encore tard. Et monsieur le député, vous pouvez encore introduire des requêtes, des propositions pour que des choses puissent éventuellement avancer à l'Assemblée nationale. Parce que je suis persuadé que tous les députés à l'Assemblée nationale sont sensibles à ces problèmes dans leurs différentes localités. Mais il va prendre la parole. Alors, il faut dire que l'école publique, j'allais dire l'école de la République, est le meilleur système. Normalement, c'est dans le système public que l'État forme ceux qui vont prendre la relève demain. Mais comme il a dit, il y a une sorte d'inversion des valeurs au point où aujourd'hui, il y a plus d'enfants pratiquement dans l'école privée que dans les écoles publiques. Parce que la capacité d'accueil manque, il n'y a pas assez d'infrastructures d'accueil pour les enfants. Mais tout ça aussi participe de cette volonté de centraliser toutes les décisions à Abidjan. L'école fait partie de la décentralisation. En 2003, une loi a été prise pour transférer aux élus locaux les écoles primaires, sont pour les élus locaux, les maires, et les secondaires sont pour les conseils régionaux. C'est à eux de construire les écoles. C'est le maire qui construit les écoles primaires. Ce n'est pas le ministère qui construit les écoles primaires. La loi a été déjà prise depuis 2003. Mais tant que le ministère va rester à Abidjan, pour penser vouloir gérer tout le pays depuis Abidjan, on a cette disparité-là, des zones où il y a des écoles partout, puis il y a des zones où il n'y a pas d'école. Parce qu'on gère depuis Abidjan. Il faut ramener l'outil dans la proximité. Ce sont les conseils régionaux qui construisent les écoles de proximité. Mais quelles sont les ressources qu'on met à leur disposition? Sur les 1500 milliards de budget qu'on envoie au ministère de l'Éducation nationale, il y a combien qui vont dans les mairies, combien qui vont dans les conseils régionaux? Et il faut que l'État de Côte d'Ivoire comprenne que pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'on délègue. Il faut dire de la délégation. Les élus locaux, on dit, c'est eux qui sont responsables de l'éducation dans les zones. Mais on n'a aucun outil, on n'a aucun moyen de construire une école. Vous n'avez pas de ressources. Et donc, il y a des écoles, par exemple, pendant 40 ans, il n'y a eu qu'un seul lycée. Pendant 40 ans. Il n'y a eu qu'un seul lycée pendant 40 ans. C'est ces 3 dernières années-là, avec le CD2, que les écoles ont été construites. Donc, vous voyez, dans tout un département, il y a un seul établissement public. Il y a un problème. Et donc, c'est à l'État de dire ce qu'il veut.
Est-ce qu'il veut que les maires, les conseils régionaux jouent leur rôle, ou bien que le ministère règne depuis Abidjan sur tout le pays, où il y a des écoles où les enfants sont assis sur des bâches, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où il y a des villages où l'État n'a même construit une école primaire. C'est les mutuelles qui se cotisent, qui construisent leurs écoles pour mettre les enfants dedans. Et l'État envoie ses enseignants. Donc il y a des questions profondes qu'il faut traiter. Et donc l'une des solutions, c'est la décentralisation effective pour que les lois qui ont été prises soient appliquées et que les élus jouent leur rôle. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux élus locaux. Oui, peut-être une dernière question. Moi, je pense que peut-être il s'agit d'augmenter, disons, la part de l'école dans le produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous sommes à 4% du PIB par rapport à l'éducation nationale. Bon, dans les années 70-80, on était à peu près entre 5% et 8%, mais je pense que ces chiffres-là doivent revenir. Mais on ne peut pas non plus nier les efforts que l'État central a fait, puisque aujourd'hui, plus de 200 collèges de proximité ont été construits à travers l'ensemble du territoire. Mais ce ne sera jamais suffisant. C'est là que l'appel du député me paraît pertinent. Mais il faut dire que ce n'est même pas forcément au niveau de l'éducation, même au niveau de l'enseignement supérieur. Voyez-vous, en 2019, par exemple, il y a eu 77 900 personnes qui attendaient d'être affectées dans les établissements publics. Mais l'État n'a réussi qu'à insérer 22% de cette population qui va venir sur les campus. Il reste combien? Il reste près de 50 000. Et je pense que ça, c'est beaucoup trop. Donc, il appartient à l'État de garantir, en tout cas de sécuriser l'environnement du privé pour éviter qu'il y ait toutes ces velléités spéculatives. J'ai parlé de marchandisation pour que tout ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, la plupart des écoles privées vont dans les administrations pour se faire affecter des élèves. Ouais. Parce que c'est une manne financière énorme qu'on gagne gratuitement. Et ça, c'est des choses qu'il faut que l'État regarde. Parce que finalement, l'école doit garder son caractère social. D'accord. Autre chose qui vraiment nous tient également à cœur, à côté de l'école, c'est l'affaire Stade et Bimpe pour la CAN en janvier. Une déclaration de la CAF donc, qui revient sur ce qui s'est passé à Bimpe et exhorte justement à aller au-delà de ce cas à Niamey. On va en parler avec Davis Oyo et on se retrouve. Après l'inondation de la pelouse du stade Alassane Ouattara de Bimpe, la Confédération africaine de football CAF se fait entendre. Dans un communiqué, l'institution soumet son rapport au COCAN et au ministère des Sports. Le rapport des experts situe la cause de l'inondation de la pelouse et donne les recommandations pour l'entretien de tous les terrains de la CAN. Selon l'instance africaine de football, les algues sont à la base de l'interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali. Les algues ont maintenu l'eau à la surface. Il lui a donc été impossible de s'infiltrer entre les zones de racines et le gravier. Cette situation a rendu le terrain impraticable. L'accumulation des algues est un problème causé par le manque d'entretien de la pelouse. Pourtant, la CAF avait saisi le COCAN à plusieurs reprises sur l'urgence de signer des contrats d'entretien avec les différents contractants spécialisés. C'est seulement le 8 septembre dernier que le contrat pour l'entretien continu du terrain a été signé. Le rapport révèle également la non-utilisation de bons engrais sportifs comme recommandé par les experts. Concernant le système de drainage, les experts affirment que les investigations menées le 13 septembre dernier montrent une bonne fonctionnalité du drainage lorsque la couche d'algues est éliminée. Au vu des insuffisances, la CAF recommande un entretien continu de la pelouse de Bimpe avec du matériel de pointe dans les brefs délais. Cette recommandation s'applique également aux 5 autres pelouses des stades qui seront utilisés pour la grande fête du football africain. La fêtière annonce que ces experts effectueront des tests d'infiltration lors de la prochaine inspection. L'idée, s'assurer que les travaux effectués ont réussi à améliorer le drainage de tous les terrains qui seront utilisés pour la CAN Total Énergie 2023. Alors, monsieur, que pensez-vous de cette sortie de la CAF, docteur Bamba? Je crois que cela va de soi. C'est la CAF, c'est elle qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Et notre pays va accueillir cette belle fête. Et s'il y a des problèmes, je crois qu'ils sont les premiers à lever le bouclier, à lever le lièvre. Je crois qu'ils l'ont bien fait. Au-delà des émotions que nous avons eues lorsque le match a été interrompu, je crois qu'aujourd'hui, on voit
clairement qu'il y a des éléments qui ont participé vraiment à faire en sorte que la pluie mette à nu, comme on appelle cette pelouse-là qui ne tient pas la route. Bon, moi j'ai beaucoup lu les journaux, j'ai lu également les mécontentements de mes compatriotes. C'est une bonne chose. Et je crois que maintenant, par rapport à ce que la CAF a dit, il faut tenir compte des remarques de la CAF et accuser ce qu'il faut accuser. Et tous ceux qui participent à la confection des stades et à la confection des pelouses sont bel et bien connus. Et je crois que la CAF, pour moi, m'a donné des informations même que je n'avais pas. Que depuis 2019, la société en question a eu le marché, donc c'est à elle qu'incombe les manquements. Dans la mesure où, au niveau de la maintenance, c'est cette société-là qui doit s'assurer que tout va bien. Donc on considère qu'avec la pluie qui est advenue, cette société se mettra au travail pour qu'on puisse avoir un stade qui réponde véritablement aux normes. Ce que j'ai pu ajouter aussi, c'est qu'il y a 5 stades, plus que ça, il y a 6, non, je crois qu'il y a 6, il y a 2 à Abidjan, et 4 à l'intérieur, ça fait 6 stades au total. C'est Ebimpe pour le moment, en tout cas dans l'état actuel des choses, qui pose problème au niveau de sa pelouse. Je pense qu'ils sont obligés de trouver des solutions, et avec l'espoir qu'il pleuvra encore plus fort dans les jours à venir pour que ce soit encore un niveau test, ces tests qui puissent dire si la pelouse tient ou pas. Alors, l'enseignant Bakayoko, on s'inquiétait, peut-être qu'on peut dire maintenant qu'on est rassuré après la sortie de la CAF. En tout cas, c'est maintenant que j'ai compris que quand les gens disent souvent que la Côte d'Ivoire est un pays béni, c'est maintenant que je m'en rends compte, en tout cas j'acquiesce maintenant. Parce que imaginez-vous si cette pluie était venue le premier jour de la compétition, imaginez-vous, ça allait être plus qu'une catastrophe, une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Mais les dieux ivoiriens faisant, la chose s'est passée 4 mois avant et ça nous permet aujourd'hui de corriger le tir. Et quand j'ai lu le communiqué de la CAF qui parle de manque d'entretien, je pense que ça, c'est quelque chose quand même, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même sévère. Enfin, pas sévère de la part de la CAF, mais sévère vis-à-vis de nous-mêmes. Et moi, cela pose un problème général. Et vous savez, même en début, vous voyez, quand il va s'agir des affectations budgétaires, les gens se battent. Vous avez vu toutes ces bagarres, au début, COCAN, ministère, qui va gérer. C'est vrai que nous ne sommes pas sportifs, mais nous voyons les choses de loin. Mais on a vu toute cette bataille. C'était la même chose quand on devait organiser la francophonie. Cela avait forcément organisé, parce qu'il y a de l'argent. Et ça, il faut que ceux qui sont à la tête de nos institutions quand même essaient de donner quand même l'exemple. Parce que ce n'est pas beau. Si les gens avaient pris toutes les précautions et qu'ils ne s'étaient pas appesantis sur les questions pécuniaires, qu'ils avaient forcément pris en charge la question du technique, de l'opérationnel, je pense que ça ne serait pas arrivé. Parce que ce n'est pas manque d'alerte. C'est vrai que nos journalistes sportifs et la société civile, parfois, est très regardante. La CAF l'a rappelé aussi dans son communiqué. Est très regardante sur ces questions. Et c'est de bonne guerre. Mais parfois, quand les gens sont beaucoup plus critiques, c'est des cris d'orfraie. On dit, ah, mais voilà, les gens sont antipatriotiques. Non, voilà la réalité. Moi, je pense que, Dieu merci, et la chose s'est passée longtemps avant. Ça va nous permettre quand même de nous restructurer pour que cette fête soit effectivement une fête. Parce que nous sommes beaucoup attendus. Il faut donner un contenu au slogan du Premier ministre qui a dit que ce sera la meilleure des CAN depuis l'existence des choses. Il ne faut pas que la parole publique, la parole à ce niveau-là devienne quelque chose de chimérique. Il faut que ce soit quelque chose de réel. Et donc, toutes les parties doivent s'y mettre, doivent en tout cas se donner corps et âme pour que toute cette énergie qui a été... toute cette énergie du chef de l'État qui a mis les moyens, suffisamment de moyens, beaucoup de moyens, puisse ne pas être dessus au terme de cette fête continentale. Okay. Félix Boni. Je crois que Bakayoko l'a si bien résumé. Hein. Le communiqué de la CAF vient mettre fin à tous les débats, toutes les spéculations, tous ces arguments qu'on a avancés ça et là. Et hélas, professeur, les émotions étaient bien fondées. La preuve en est que la CAF stigmatise le travail qui a été fait. Pour un mauvais engrais utilisé, l'entretien qui n'est pas bien fait, et même le contrat d'entretien qui a été seulement fait le 8, c'est-à-dire 4 jours avant la compétition, alors que ce stade avait déjà posé problème déjà en 2021 et qu'il a été refait.
et que depuis à quelques mois de la compétition qui devrait s'ouvrir sur ce stade, tout devrait être fin prêt. Et en plus, ce stade, il n'est pas n'importe quel stade. C'est le stade qui porte, et je répète encore le nom du président de la République, pour le prestige qu'il représente. Mais en plus, c'est ce stade qui devrait ouvrir et fermer la CAN. Donc ce stade, déjà, il est regardé par tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est une humiliation pour l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une bonne chose. Et moi, je répète encore, après ce communiqué de la CAF, je crois que les responsabilités sont plus ou moins situées. Et les Ivoiriens attendent de voir ce que le gouvernement va prendre comme décision, ce que le président va prendre comme décision. Il faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Il ne faudrait pas que l'argent public ne soit pas utilisé aux fins auxquelles il est destiné. Il faut que quand l'argent est décaissé, cela puisse aboutir à des résultats concrets. Et ça, quand ça n'aboutit pas à des résultats de ce genre, et que la Côte d'Ivoire est livrée à la vindicte populaire, aux médias nationaux et internationaux de cette manière, il faut qu'il y ait des gens qui payent pour que le peuple soit apaisé, pour qu'on aille à cette CAN avec beaucoup plus d'assurance, parce qu'on a besoin de faire chorus autour de notre équipe et de faire chorus autour de l'organisation de cette manifestation pour que ce soit une belle fête. Après le raté du Cameroun, il faut que la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays fort en Afrique de l'Ouest, puisse relever ce défi. Assalé Tchimoko. Je pense que les autres ont dit beaucoup de choses. Ce que je veux relever, c'est que quand on gouverne un pays, quand on a une responsabilité, à ce niveau-là, il faut commencer par dire la vérité. Il ne faut pas essayer de cacher la vérité. Il ne faut pas essayer de donner mauvaise conscience à ceux qui demandent des comptes. Quel désaveu pour le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. Tu es venu raconter que s'il y avait quelqu'un à sanctionner, c'était Dieu, et qu'il fallait que les Ivoiriens s'en prennent au ciel, et que tout avait été fait, que c'est une pluie exceptionnelle qui est venue pour empêcher le match de se dérouler. Le communiqué de la CAF est cinglant. C'est un désaveu pour notre pays. Et Félix l'a dit, à l'ouverture de ce stade-là, on a tous constaté qu'il y avait un problème sur la pelouse. Le ministère et l'ONS ont fait une conférence de presse où ils ont détaillé les 1,2 milliard qu'aurait coûté la réfection de la pelouse, 1,2 milliard. Et dans ces 1,2 milliard, dans la décomposition, il y avait une partie qui avait servi à l'entretien. Et on découvre dans le communiqué que le stade n'était pas entretenu. Et que c'est le 8 septembre, c'est-à-dire qu'à 4 jours de ce match test-là, que le contrat a été signé. Ça veut dire que toutes les grandes pluies qui sont battues sur Abidjan depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune expertise au terrain là-bas pour qu'on sache que ça ne fonctionne pas. C'est tout ça là qui fait que quand on gouverne un pays, il faut faire attention. Il a dit, le stade porte le nom du chef de l'État. Et aujourd'hui, mais quelle image désastreuse pour le pays que la Côte d'Ivoire en soit à ce niveau-là et qu'on accuse le ciel. Alors que ce sont les impérities, nos propres turpitudes qui sont responsables de cette situation-là. La CAF a fait son expertise, les résultats sont là, ils sont sans appel, les choses n'ont pas fonctionné, les gens n'ont pas joué leur rôle. Il faut bien qu'il y ait des sanctions. Le ministre, porte-parole, ne peut pas dire non que le peuple de Côte d'Ivoire est friand des sacrifices. Mais c'est son argent, c'est le contribuable qui a mis 20 milliards dans cette réflexion, qui a mis 1 milliard dans cette pelouse. Et on va reprendre encore. On nous dit que non, les gens vont reprendre et que ça ne coûtera rien. Mais on dit que l'engrais qui a été utilisé n'est pas du bon engrais. Ah bon. Dans ce pays-là, on ne sait pas que ce n'est pas l'engrais qu'il fallait faire ça. Qui a pris cet engrais-là? Pourquoi on ne le sanctionne pas? Pourquoi on ne le montre pas? Mais c'est grave. Et donc, moi, je ne suis pas optimiste. Parce que le chef de l'État peut être au-dessus, prendre des décisions. Mais si en bas, certains ont conçu leur avenir politique, leur vie sur cette canne-là, par rapport à la manne financière qu'ils vont engranger, eh bien, on n'est pas à l'abri de ce genre de spectacle. Parce qu'il y a eu une pluie hier au Stade Fauboigny. Il y avait un match là-bas, je pense. Et il semble que le terrain s'est bien comporté. Il y a Moussoukro aussi. Voilà, il y a Moussoukro s'est bien comporté. Mais donc, finalement, est-ce qu'il y a des raisons, Azalé, d'être inquiet? Non, non. Sur les 6 stades. Mais c'est le stade qui va accueillir le match d'ouverture et la finale. C'est le plus grand stade. Et donc, c'est là-bas qu'on doit mettre l'image du pays. Il n'y a pas que la pelouse, il y a les accès. On est à 4 mois, il n'y a pas de route d'accès dans ce terrain-là. C'est maintenant qu'on fait des communiqués pour dire qu'il va y avoir des coupures d'eau, il va y avoir des coupures d'électricité parce qu'on va commencer les travaux. À 4 mois de la CAN. Et donc, il faut appeler à des sanctions, que les responsabilités soient situées. Le pays, tu ne vas pas s'en sortir, c'est le pays où on joue avec les erreurs qui sont commises. Parce que c'est le signal qu'on ne se remettra pas en cause et qu'on va continuer dans l'à peu près. Il faut qu'il y ait une situation soit claire et que ceux qui ont fait ça, tout ce qui est dans le communiqué de la CAF, point par point, il faut que les gens rendent compte à ce niveau-là.
Et c'est à ce moment-là qu'on va dire non, on est prêt à faire corriger les choses pour qu'on montre un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Oui, Docteur Bamba, la CAF appelle à aller au-delà du stade Ebimpe. Et d'ailleurs, Saleh l'a dit tout à l'heure, on a vu Félix Houphouët-Boigny. Apparemment, ça va. Yamoussoukro aussi. Pour vous, comment ça peut se passer pour les autres fois? Sinon, pour les autres stades? Non, je crois qu'il faut mettre la main dans le cambouis. Ebimpe a démontré qu'il y a beaucoup de failles. Il y a vraiment beaucoup de failles. Donc, avant même que la CAF ne puisse interpeller notre pays, il faut que ceux qui ont en charge le sport de ce pays vraiment essaient de revoir tout ce qui a été mis en place depuis le début. M. Saleh le disait, Saleh tout le monde qui le disait tantôt, oui, ça ne rend pas optimiste, ça fait plutôt peur. Parce qu'à 4 mois, lui encore, il dit 4 mois, moi je dis 3 mois. Parce que moi, je ne compte pas le mois de janvier. Pour moi, le mois de janvier 2024 et le début de la CAN, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut encore avoir à faire des retouches. Tout cela doit être fait avant le 31 décembre. Ce sera encore plus intéressant pour nous. Vraiment, il est quand même dommage que pour ce pays que nous connaissons, avec des gens qui ont pu vraiment être très rigoureux en certains endroits, que pour une histoire de stade, nous en soyons là. Ça, c'est... Sans nous couper, professeur, il faut continuer, mais il faut préciser que selon les normes de la CAF, les infrastructures sportives doivent accueillir la CAN, doivent être disponibles 6 mois, avant la compétition. Ouais. On est à 3 mois, on en est encore... allez-y. Voilà, je crois que c'est toujours dans la même veine. Hein. Voilà, heureusement, la CAF n'a pas soulevé ce petit problème dans son dernier communiqué. Son dernier point, sa conclusion en dit long. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, je crois qu'ils suivent quand même l'affaire de près, mieux que nous d'ailleurs, parce que c'est aussi leur responsabilité. Et la CAF est passée plusieurs fois pour faire quand même des contrôles. Ils sont allés sur les différents stades. Mais au moment où ils arrivaient, il n'y avait pas de pluie, disons cela. Et puis, dans ces contrôles-là, à l'africaine, ce que moi je constate, c'est qu'on est sur une belle pelouse, on filme les gens qui ne font même pas d'effort de peut-être mettre le doigt dans la pelouse, tout ça, on nous montre le stade. Tout ça, c'est beau, mais derrière, il doit y avoir un véritable travail, un travail de tous les jours, un travail de maintenance, parce que tout ce qui concerne les infrastructures, il y a toujours des failles quelque part. Vraiment, ça a manqué en notre pays, c'est dommage. Des responsabilités doivent être situées. Bon, et je crois qu'il faut faire la différence entre la temporalité, les différentes temporalités. Il y a la temporalité de ce que nous avons là, de l'émotion, des critiques, tout ça, et il y a la temporalité des sanctions. À mon avis, politiquement, les deux ne vont pas ensemble. M. Saleh tout le monde le sait. Jamais, automatiquement, il aura des sanctions comme nous le voulons. Des taux tomberont forcément, mais pas immédiatement comme nous. Un État peut régler des problèmes lorsqu'il y a une pénurie de riz sur le marché, etc. Ça, ce sont des décisions qu'il faut prendre tout de suite. Mais pour ce qui est de couper la tête des gens, ce n'est pas du tout évident. Ces événements, ça serait passé dans un pays qu'on connaît, un pays européen, un pays de grande démocratie, un pays de droit. En 24 heures, toutes les personnes concernées auraient démissionné. Et je donne l'exemple de... Oui. J'ai donné l'exemple sur ce plateau la semaine dernière du cas de Provo Kuala en Côte d'Ivoire. Dans la même semaine, le ministre en question a été démis. Il a été contraint à la démission, à Yamoussoukro, au cours d'un conseil des ministres. Donc je crois que quand il y a des situations comme ça aussi graves, Provo Kuala et la question du stade, c'est des questions qui vraiment portent atteinte gravement à l'image du pays. Entièrement d'accord avec. Je crois que... Non, je suis entièrement d'accord parce que on parle du sport, donc il y a une grosse passion autour du sport. Vous savez, en Côte d'Ivoire, que les temporalités, vous voyez ce que vous dites, c'est que la mesure de la chose, de celui qui prend la décision, ça dépend toujours de lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous attendons à ce qu'il y ait des sanctions. C'est-à-dire que pour nous, ça nous aurait fait plaisir automatiquement qu'on nous dise voici les responsabilités, telle personne démissionne, et ensuite le travail repart. Les sanctions ne viennent pas parce qu'on est toujours dans les calculs politiques. Bon, c'est tout. C'est le champ politique aussi. Oui, mais justement. Voilà, la politique, c'est fait pour les populations. C'est pour le bien-être des populations. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est pas forcément politique. Monsieur Boni, Félix, je suis le premier à être d'accord avec vous. Hein. Mais je dis, entre ce que nous disons de la politique et telle qu'elle est en train de se dérouler... Au-delà de BIP, la CAF a également dit qu'il y a aussi des manquements, des réglages à faire sur les stades de San Pedro, alors que, comme on le dit, dans les normes, c'est 6 mois avant, tout cela devrait être prêt. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas joué comme normalement son rôle. Et si vous n'en êtes pas compétent, il vaut mieux démissionner. L'enseigné, vous voulez? Oui, moi je suis d'accord qu'il faille prendre des sanctions. Mais je pense que le timing, en tout cas, j'espère que le calendrier du chef de l'État ne sera pas le calendrier, je vais dire, de la clameur publique.
Mais je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de sauver la situation. Et la CAF, c'est un peu, disons, la Coupe d'Afrique, c'est un peu différent du Pro Bokwala. La CAF, la Coupe d'Afrique, c'est comme si nous allons en guerre. Donc, il y a une nécessité d'unité. Aujourd'hui, si le chef de l'État prend la décision de frapper en plein dans le mille, ça peut donner quelques frictions. Or, nous avons besoin aujourd'hui d'une convergence de... fonctionnaire d'État. Oui, mais puisque moi, je n'ai pas le résultat des enquêtes pour savoir qui a fait quoi. Donc, je ne peux pas dire que c'est un seul individu. Peut-être cet individu dont vous parlez, ça doit être peut-être une question de responsabilité politique ou bien une question de responsabilité administrative. Mais moi, je parle... Ou même technique. Ou même technique. Mais j'ai dit qu'à l'instant où nous sommes là, il y a nécessité de l'union autour de cette fête de la CAN, mais en réalité de cette guerre pour la conquête de l'Afrique. En tout cas, la conquête sportive de l'Afrique. Donc, je pense que oui, il faut avoir des sanctions. Oui, il faut avoir des sanctions. Je pense qu'Azali n'est vraiment pas d'accord avec. Non, j'ai fini. Il faut des sanctions. Ça, c'est indiscutable. Il faut des sanctions, mais je pense que les sanctions doivent venir après qu'on ait livré la bataille et qu'on ait gagné la guerre. Ça dépend de la chaîne de responsabilité. Quand on nous dit que l'engrais qui est utilisé pour entretenir le gazon a généré la survenue des algues, parce que c'est de l'engrais chimique qui n'est pas adapté à faire ça, mais quelqu'un a acheté ça, quelqu'un a commandé, a passé un bon de commande. Est-ce que la personne qui a fait le bon de commande ne savait pas que ce n'était pas la qualité qu'on voulait? Bon, un exemple, c'est un exemple, hein. Je ne sais pas. Imaginons bien, qu'on dise que c'est le président du COCAN qui est responsable de cette affaire. J'imagine, hein. Mais vous voyez tout le bouleversement que cela va entraîner s'il doit être limogé ou bien que ce soit le ministre. Non, je n'ai pas dit que c'est le ministre. Je n'ai pas dit que c'est le ministre qui travaille. Ce n'est pas le seul. Un individu. Écoutez, Félix, si tu avais écouté, tu aurais compris. Je n'ai pas de fixation sur les individus. Je sais bien qu'il s'agit de l'ENS. Il prend un exemple en fait. Je sais bien que c'est l'ENS que les gens regardent. Mais moi, délibérément, je détourne, je viens vers la COCAN dont le dirigeant est considéré comme quelqu'un d'une grande probité. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je prends son exemple. Mais je sais bien qu'il n'a peut-être rien à voir avec cette affaire. Mais je veux dire que si on prend aujourd'hui une décision administrative ou politique forte, ça peut créer un chamboulement, un bouleversement qui va faire qu'on va se détourner de l'essentiel. Et si c'est la voie? On va se détourner de l'essentiel et parler que des malades, des conflits, alors que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller à la coupe et de la gagner. C'est un fonctionnaire véreux qu'on sanctionne. C'est une décision administrative, elle n'a rien de politique. Et la question du sport, c'est la question qui transcende tout ce qui est politique. La passion sportive, on ne regarde pas les partis politiques. On a besoin de mobiliser les Ivoiriens au stade. Il faut contenter ces Ivoiriens quand il y a un fonctionnaire qui n'a pas bien fait son travail. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont plaints, ils sont de tous les bords et tous les camps politiques. Ce n'est pas le militant d'un parti X ou Y qui s'est plaint. Tous ceux qui se plaignent, le sport, c'est le seul élément qui jusque-là, j'allais dire, rassemble tout le monde. Donc je crois que sanctionner quelqu'un, ça n'aura aucun impact. Saleh, pour terminer, vraiment sur la question. Je parlais de chaîne de responsabilité. Il y a tout un ensemble de chaînes qu'on doit vérifier. Ceux qui ont commandé l'engrais, ceux qui avaient l'achat de vérifier que le terrain était en bon état plusieurs mois avant ce match-là, les algues qui ont poussé et qui ont obstrué tous les espaces d'irrigation du terrain, comment les gens n'ont pas pu s'en rendre compte pour que le match se joue ce jour-là? Imaginez que le chef d'État était au terrain ce jour-là. Pour dire non, il y a une réflexion, j'ai mis beaucoup d'argent, donc je vais aller voir. Et que le chef d'État est assis au terrain ce jour-là. Et qu'on se retrouve dans cette situation-là. Il a dit non, comme c'est le président COCAN, ou bien c'est politique, donc il faut attendre. Non, c'est le pays qui est touché. C'est l'image du pays qui est blessée. Dans un contexte où on est un peu en crise, j'allais dire avec les voisins, le match se joue avec le Mali. Vous savez, le contentieux qui est entre nous le Mali, même si c'est de bon enfant, mais il y a un contentieux qui est là. Et puis même avant le match ne commence, sur le panneau lumineux qui était là, quelqu'un avait mis le score du match. Mali 2, Côte d'Ivoire 1. Alors que le match n'avait pas encore commencé. Comment ça c'est possible? Ça a duré près de 10 minutes cette affaire-là. Il y a même des vidéos qui circulent sur les pages maliennes où on dit voilà, les Ivoiriens me reconnaissent qu'on est venu pour les battre. Ils ont dit même le score au terrain. Comment, alors qu'on dit qu'on a mis près de 4 milliards dans la sonorisation et dans le système électronique, comment quelqu'un a pu mettre ce score-là avant que le match ne commence? Ça là, vous avez dit que si on sanctionne cet individu-là, ça pose un problème pour la Côte d'Ivoire? Non. En plus, il y avait des gens qui avaient payé le ticket. 2000
3 000, 5 000 francs. Mais qui n'ont même pas eu accès au terrain. Oui, ça c'est dans notre débat. Peut-être voilà. Non, je veux dire, tout ça c'est l'ensemble des dysfonctionnements qui peuvent nous rattraper le jour du... Imaginez le jour de la Calou, où il y a des milliers de personnes qui vont se retrouver dans cette zone-là. Non, c'est sûr qu'il y a des dysfonctionnements, c'est sûr. Mais c'est grave. Moi, je parle du timing de l'agenda des sanctions. Il faut le faire a posteriori. Il ne faut pas le faire maintenant. Il ne faut pas qu'on se détourne de l'essentiel pour aller vers le superficiel. Non, c'est ce que je voulais dire. Bon, d'accord. Oui, on est tous d'accord en Côte d'Ivoire. Sortons des agendas politiques. Un fautif, ça se sanctionne. On ne met pas la politique là où quelqu'un... D'accord, messieurs, on veut des sanctions. Même s'il y a la politique du sport... On veut des sanctions. Voilà, il y a la politique du sport, d'accord. On veut des sanctions. On va continuer de parler des sanctions, mais allons au Gabon. C'est là-bas qu'il y a les sanctions, puisque Oligui Nguema en a après, évidemment, les proches d'Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État donc traque ces barons de l'ancien régime. On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve. 3 semaines après le coup d'État au Gabon, les proches du président déchu Ali Bongo Ondimba ont été mis en examen et incarcérés. Le fils aîné d'Ali Bongo, Noureddine Bongo, l'ancien porte-parole de la présidence, Jesse Ella Ekoga, et 4 autres personnes sont accusées de haute trahison contre les institutions de l'État, de détournement massif de deniers publics, de malversation financière internationale en bande organisée, de faux et usage de faux, de falsification de la signature du président de la République, de corruption active et de trafic de stupéfiants. Des chefs d'accusation prononcés par le procureur de Libreville, André Patrick Ropona. Ces arrestations cadrent avec la vision du nouvel homme fort du Gabon de son chef de gouvernement, celle de redresser le pays et mettre fin à l'impunité. Depuis le 30 août dernier, date du putsch, plusieurs proches d'Ali Bongo Ondimba ont été arrêtés, y compris son fils et l'ex-première dame Sylvia Bongo. Les perquisitions à leur domicile, retransmises abondamment par la télévision d'État, les montraient au pied de malles, valises et sacs débordant de liasses de billets de banque. Sylvia Bongo est en résidence surveillée à Libreville pour sa protection selon la présidence. La détention de l'ex-première dame est qualifiée d'arbitraire par ses avocats. Des voix également s'élèvent pour dénoncer cette justice à vitesse grand V du gouvernement de transition et s'interrogent. Jusqu'où ira le président de la transition gabonaise? Alors justement, on va rebondir sur cette question de Davis Oyo. Jusqu'où ira Oligui Nguema? Il ira où vont habituellement les putschistes. C'est vrai. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout étonné. C'est le schéma habituel lorsqu'il y a des coups d'État. Surtout quand on prend l'histoire du Gabon, 50 ans, un pays dirigé par une famille et une seule. Après le père Bongo, il y a le fils Bongo. On aurait même appris dans les écrits journalistiques qu'on préparait le petit-fils Bongo pour succéder à Ali Bongo. Nécessairement, il y a eu beaucoup de malversations au Gabon. Et c'est même avant le coup d'État d'Ali Bongo, les biens mal acquis. Depuis 2009, on en parle. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas dans ce pays, qui sont appelées à être mises sur la place publique. Et pour ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont besoin de souffler. Il y a une rhétorique qui est mise en place pour contenter la population gabonaise. Donc au-delà de ça, il faut poser des actes. Les premiers actes à poser, c'est arrêter ceux qui étaient au pouvoir. En tout cas, tous ceux qui ont goûté, entre guillemets, au pouvoir d'une façon ou d'une autre, seront forcément arrêtés par le nouveau président. Peut-être en commençant par Oligui Nguema lui-même aussi. Voilà, lui-même, non, il n'y a pas d'auto-arrestation. Il ne le ferait pas. Mais une chose est sûre... Puisqu'il vient du régime, lui. Il vient du régime. Ils viennent tous du régime, d'ailleurs. 50 ans d'un pays, et dans un pays avec une famille qui a gouverné, tout le monde, même les opposants au Gabon, ont tous goûté au pouvoir. C'est comme en Côte d'Ivoire, nous sommes tous du système Félix Houphouët-Boigny. Tous les politiciens que nous avons vus, quoi qu'ils disent, qu'ils soient de l'opposition des régimes en place, ils ont tous été formatés par Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est la même chose qui se passe au Gabon. Donc pour moi, rien d'étonnant. Tout ce à quoi on doit s'attendre, c'est qu'ils sont en train d'arrêter les gens, et bien après on va les libérer. Voilà comment ça va se passer. En tout cas, pour ce que je me donne à voir, en tout cas, la politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma très simple de Dr Bamba? Non, moi je pense que tout ce qui se passe à Libreville relève un peu du cinéma. Parce que vous voyez toute la théâtralisation de toutes ces arrestations, et tout ça, ça a un relent populiste. Parce qu'on voit bien que Oligui Nguema ne parle pas, n'agit pas en homme d'État,
mais il parle à la masse, c'est-à-dire il parle sur la base de la clameur publique. Un homme d'État ne gouverne pas avec la clameur publique. Un homme d'État, il gouverne avec la réalité intrinsèque du pays. Vous voyez aujourd'hui, et même le procureur Patrick Raponda lui-même qui est en train de poursuivre les gens, mais lui-même est un homme du système. Et quand on regarde bien l'histoire récente du Gabon... Il n'a peut-être rien fait aussi. Non, mais lui, non, bien sûr qu'il a fait beaucoup de choses. Il était l'une des personnes les plus détestées avant la survenue du coup d'État du 30 août. Souvenez-vous que 2 semaines avant, il avait même engagé des poursuites contre un opposant sur la base de sonores radiophoniques. Vous voyez, donc il lui-même incarnait cet abus du pouvoir et incarnait aussi ce trouble qui a été observé au niveau de la gestion d'Ali Bongo. Et donc je dis aujourd'hui que Oligui se donne le bon rôle en procédant à l'arrestation de ses propres amis. En réalité, ce sont ses amis. Et il ne faut pas oublier que lui-même, c'est vrai que la procédure n'est pas encore ouverte, mais il y a des soupçons. Probablement, il va être, en tout cas, ils vont le harponner un peu dans les mois ou quelques années à venir, au niveau des États-Unis, où, dit-on, il a quelques intérêts, quelques intérêts, je vais dire, obtenus dans des conditions encore ubuesques, non encore élucidées, en tout cas au détriment des caisses de l'État gabonais. Donc, je veux dire, Oligui, le procès l'a dit, on ne s'auto-juge pas. Et aujourd'hui, la vraie justice des vainqueurs, c'est ça qu'il est en train de dérouler. Mais je pense que tout ça, c'est sans lendemain, puisqu'il faut quand même donner de la consistance à l'action politique. Et là, vous voyez bien que la nouvelle constitution, enfin, la charte, ne mentionne nulle part. Il n'y a aucune délimitation. Et c'est vrai, moi j'ai écouté hier le Premier ministre du Gabon, Dong Sima, qui a esquivé toutes les questions. Lui qui se présentait comme l'homme d'une grande probité, il a esquivé toutes les questions qui avaient lié à la conduite de la charte, en tout cas de la transition. Il ne se donne même plus de limites. Donc je veux dire que tout cela, c'est des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et je ne pense pas que l'intérêt du Gabon soit aujourd'hui la chose la mieux partagée. Boni, peut-être qu'Oligui Nguema est dans le bon rôle. Il est dans le bon rôle et je voudrais dire à Bakayoko au procès qu'un coup d'État, généralement les putschistes, c'est dans le système que le verre est souvent dans le fruit et c'est parfois un élément du système qui se lève. Quand on regarde au Niger, c'est un élément du système. En Guinée, c'est pareil également, c'est-à-dire que le push, quand on prend même comme on appelle la RD Congo, c'est le fils. Donc parfois, c'est un élément du système qui se retourne contre les autres éléments du système. D'ailleurs, il faut être dans le système pour voir les dysfonctionnements. Et quand on veut s'ériger en moraliste, quand on arrive, on essaie de jeter la pierre aux autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et vous voyez que ceux qui sont arrêtés, c'est des gens qui, d'une certaine manière, se sont beaucoup illustrés. Vous prenez Gessi Konga, qui était porte-parole du gouvernement. Vous prenez Yann Ngoulou, qui était l'un de ceux qu'on appelait en griffe les gourous du Gabon, qui se faisait suffisamment voir au Gabon, et chez qui on a découvert d'ailleurs 4 milliards. Lui qui a eu la tête du maire de Libreville pour 338 millions, et chez qui on recouvre 4 milliards. C'est-à-dire on se retrouve dans un schéma de l'arroseur qui est arrosé. Quand vous prenez également... comment il s'appelle, le directeur du cabinet politique de Ali Bongo, c'est dit que c'était les hommes du système qui sont en train de payer le prix. Évidemment, parce qu'il y a un élément du système qui était à l'intérieur, qui les a vus, et en train de systématiquement... Et qui ne s'est pas vu lui-même. Bien entendu, il le neutralise pour bien asseoir son système, pour paraître comme monsieur propre, pour qu'il puisse éventuellement avancer. Et n'oublions pas que derrière tout ça, il y a une guerre familiale aussi. On ne sait jamais, Pascaline Bongo, qui éventuellement est cité plus ou moins derrière Oligui Nguema, certainement est en train de régler son compte à son cadet Ali Bongo et son épouse, qui quand même ont eu un certain ancrage en écartant quand même la sœur aînée. Donc il y a tous ces éléments-là qui peuvent expliquer ce qui se passe. Bon, écoutez, moi je regarde le spectacle et je dis que je suis affligé parce que tout ça participe de l'immense échec de la gouvernance en Afrique. Nos dirigeants ont fait en sorte que leur peuple soit placé dans des positions où, 63 ans après les indépendances, ils en sont encore à appeler de leurs vœux des coups d'État. Est-ce que vous voyez là, c'est dramatique. On est au XXIe siècle et en Afrique, l'espace démocratique se rétrécit.
de nouveaux héros arrivent avec leurs armes pour venir faire la justice. Bon, il poursuit les... C'est pas des putschistes de faire la justice. Ils ont plus le pouvoir pour réformer les institutions. Qui réforment les institutions, les autorités légitimes qui vont être élues par le peuple gabonais viendront faire la justice. Parce que ça, c'est du spectacle. C'est pour mettre, envoyer du pain au peuple qui réclame des têtes. Mais lui-même qui prend les décisions de poursuivre les gens, il est dans l'illégalité. Son régime n'est assis sur aucune légitimité. Donc, il faut aller au-delà de tout ça. La question qu'on se pose, est-ce que l'Afrique est revenue au coup d'État? Parce que même en Côte d'Ivoire ici, il y a des Ivoiriens, quand vous les écoutez, ils en sont à la limite à appeler à un coup d'État. Ça veut dire qu'on a échoué tellement qu'aujourd'hui, les armes sont devenues l'alternative pour faire bouger l'Afrique. C'est à ce niveau qu'il faut faire la réflexion globale. Donc il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on se pose les vraies questions. Quand je regarde nos dirigeants se pavaner à l'ONU pour parler de ce qu'ils font dans leur pays, mais qui écoute ça? Des petits qui parlent à la tribune de l'ONU, qui écoute ça? C'est le spectacle des bouffons qui ont pris des armes, qui ont eu le pouvoir et qui ont décidé que c'est eux qui doivent sauver. Ça semble très dur. Mais il faut être dur avec ces gens. Les armes n'ont rien à faire dans la politique. Mais si on est en train de... C'est comme si c'est un cercle qui tourne. Et puis bon, il y a des escales. Quand on arrive, on débarque un, l'autre monte. Et puis bon, on continue. Et l'Afrique applaudit. Et de nouveaux héros applaudissent. Des panafricains applaudissent. Et appellent à des coups d'État partout. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il y a une réflexion profonde à faire. Il faut qu'on se ressaisisse parce que les signaux qui arrivent ne sont pas bons et l'Afrique est sur la mauvaise pente. Donc il faut vraiment aller au-delà du cas gabonais, Dr Bamba. Oui, le cas gabonais, mais en même temps qu'on regarde vraiment calmement les choses, c'est surtout dans l'espace francophone. Que se passe-t-il dans cet espace francophone pour qu'on y ait une remise en cause des différentes démocraties qui se sont construites bon an, mal an? On ne sera pas de véritables pays démocratiques en pensant que chaque fois, il devrait y avoir rupture de la digue. C'est un apprentissage et un long apprentissage. On aura forcément nos moments de dysfonctionnement. Mais tant que ce serait avec les armes, ce serait toujours un retour en arrière. Et dans ce cadre-là, les velléités ne vont jamais s'arrêter. Et nous serons vraiment dans un cercle vicieux qui fera que nous avancerons difficilement. Lancez-les. Oui, le professeur a parlé de où est-ce que ces coups d'État se passent. Il a dit c'est dans les pays francophones. Mais je veux dire que pourquoi ça se passe dans les pays francophones? Parce que le terreau est un peu fertile avec cette bouc émissarisation tous azimuts de la France. Donc aujourd'hui, il est très facile de faire un coup d'État en Afrique et même de créer un parti politique. Et monsieur le député, quand vous allez peut-être créer votre parti politique, soyez les premiers à dire que mon parti est créé, que c'est contre la France. Vous allez avoir les premières sections dans les quartiers et dans les communes. Aujourd'hui, même des gens qui n'ont aucune épaisseur intellectuelle, scientifique, sur la base de « je n'aime pas la France, je ne veux pas voir la France », ont une place, ont une légitimité. Ouais. Sinon, vous croyez que les régimes qui sont dans les pays francophones sont plus médiocres que ce qui se passe dans des pays, je ne veux pas créer d'incidents diplomatiques, comme en Ouganda, où le gars est au pouvoir depuis 1986. Vous pensez que ce qui se passe dans les pays francophones est piteux, plus que ce qui se passe au Zimbabwe, en Namibie, au Kenya? Non. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit d'opportunistes qui savent que la situation est favorable et qu'il y a un terreau qui est fertile et que la France est devenue une sorte d'exutoire de toutes les frustrations africaines, parce qu'aujourd'hui, le problème, et ce que moi je retiens, c'est que tous ceux qui ont échoué, même quand c'est de leur prophète, ils préfèrent rejeter la pierre à la France, et ça prend. Ça prend. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les coups d'État en Afrique, mais ce n'est pas parce que les États francophones sont moins gouvernés, mal gouvernés que les pays anglophones. C'est parce que les pays anglophones, eux, n'ont pas trop d'alibi. Ils n'ont pas trop d'alibi, puisque l'Angleterre n'y est pas nécessairement. C'est vrai, ils sont au Zimbabwe, ils sont sans doute au Kenya, mais leur présence n'est pas aussi forte. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut diriger la réflexion. Félix, c'est votre avis? J'allais dire à qui la faute. La faute aussi revient aussi à la France qui est trop présente en Afrique. Il y a eu beaucoup de colons d'États d'occidentaux qui ont colonisé les Africains et tout le monde a replié chez soi. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État au Zimbabwe où l'Angleterre était complètement
partie prenante même au processus politique. N'oublions pas qu'au Zimbabwe, il y a eu quand même une sorte d'ébullition de la vie politique au Zimbabwe à un moment. Est-ce que des militaires sont venus prendre le pouvoir? Oui, les militaires ne sont pas venus prendre le pouvoir, mais que tu viens de le dire tantôt qu'il y a un terreau fertile, il y a un nouveau discours qui est en train de se mener parce que la France, par sa trop grande présence, par certains faits historiques qui sont encore là récents, les questions du Rwanda, les questions de terrorisme dans le Sahel, en Afrique, et tout ça a suscité un nouveau discours et la France, par sa trop grande présence, quand même suscite aussi certains mécontentements. Donc c'est cela aussi. Ce qui s'est passé en Libye, la France, c'était une résolution des Nations Unies et la France n'était pas seule à endosser cette résolution. Ça, il faut le savoir. L'Angleterre y était, les États-Unis. La faute est aux colons aussi qui veulent demeurer colons. Et quelque part, ça déstabilise nos systèmes parce que quand bon, d'accord, on va... La France, les populations se soulèvent. Oui, on est allé très vite, mais on va donner 30 secondes pour terminer. Ben, écoutez, moi je voudrais prendre une réflexion d'Axel Kabou qui a créé une notion qu'on appelle le vendredisme. C'est un système dans lequel des peuples incapables de se réinventer dans l'avenir trouvent des boucs émissaires pour justifier tous leurs échecs. C'est à ça qu'on est ici en Afrique aujourd'hui. Nous sommes à 63 ans après l'indépendance. Et nous en sommes encore à justifier nos échecs par la France. Mais à partir de quel moment? Parce qu'on n'est pas totalement indépendant. Mais justement, qui nous rend indépendants? Voilà. Qui nous rend indépendants? C'est par notre travail qu'on va se rendre indépendants. Qu'est-ce qu'on crée en Afrique ici? Comment on éduque nos peuples? Assalé était face au régime pendant les législatives, mais il les a battus. Aussi, voilà. Il les a battus. Mais voilà, parce qu'il avait un projet politique solide. Il les a battus. L'indépendance, là, c'est par le travail qu'on l'acquiert. Nous ne sommes pas les seuls peuples colonisés au monde. Il y a des pays des peuples qui ont vécu plus de drames que l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils dirigent le monde. Le Japon, même la Chine, disons l'Asie. Même les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. C'est pas du gouvernement aujourd'hui. C'est les dirigeants qui doivent avoir de la vision et protéger leur peuple et définir un avenir pour leur peuple. Mais quand on est là à justifier tous nos échecs par les autres, eh bien, on va créer un terreau fertile pour que tous ceux qui n'ont même pas de vision, qui n'ont même pas de leadership, ils prennent une arme, ils s'habillent, ils prennent le pouvoir. Et puis maintenant, tout ce qu'ils doivent faire comme décision, c'est d'ennoblir leur action illégale par la guerre contre la France. C'est tout. D'accord. Alors, messieurs, on a vraiment fait le tour sur cette question et les deux autres qu'on a abordées en début d'émission. Merci à Félix Boni, à Saleh Timoko, merci Dr Bamba, Lansine Bakayoko, merci. L'émission réalisée par Fofana Mamadou. Merci à Davis Soyo pour les reportages. Merci à toutes les équipes autour. Tout de suite, le journal des 20h avec Marie-Laure Ungoran. À dimanche pour un autre numéro du Club La Presse.